Bienvenue sur Creators Jungle, podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on part du constat que tout le monde, que vous soyez freelance ou entreprise, doit savoir se vendre sur le web. On part donc rencontrer les experts de la création de contenu pour qu'ils nous partagent leurs secrets. Très bon épisode à tous. Armand et Max, salut. Salut Antoine. Salut. Comment ça va déjà ? Écoute, ça va très bien. Ravi de te rencontrer. Ça fait combien de temps que vous êtes lancés là sur votre activité tous les deux ? Et que vous êtes associés ? Alors sur notre, il y a deux sujets. Il y a le sujet vraiment nous en tant que créateurs de contenu, ce que tu vois un peu la face émergée de l'iceberg sur TikTok notamment, etc. Et après, je pense qu'on pourra en parler, mais Armand et moi on est aussi associés en business. D'accord. Ça pour le coup, ça fait depuis milieu d'année dernière, donc depuis bientôt un an. Ouais. Et par contre, le compte TikTok, on l'a lancé, c'était quoi, début janvier, hein, c'est ça, donc ça va faire 3 mois. 3-4 mois. Ouais. Ok, trop cool. Ouais, moi je suis content parce que je vous ai découvert sur TikTok et puis après je vous ai vu sur LinkedIn et je me suis dit ok, il y a un truc qui se passe, il y a des mecs qui font du contenu très cool, mais on va y revenir. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter globalement chacun votre tour. On n'a qu'à commencer par toi, Armand. Allez, c'est parti. Écoute, ravi d'être avec toi. Je m'appelle Armand. Qu'est-ce que je peux te dire ? J'ai fait une école de commerce et puis après j'ai rejoint Google. Et fun fact, j'ai commencé à travailler chez Google avec Maxence dans la même équipe. Ok. On s'est rencontrés à l'école, mais on a rejoint Google en même temps. Et puis j'ai fait 5 ans à peu près chez Google. J'ai travaillé sur l'assistant vocal, j'ai travaillé en tant que commercial et j'ai aussi travaillé sur un programme de formation qui s'appelle Atelier numérique. Mm-hmm. Et puis là, ça fait à peu près 4 mois qu'on s'est lancé avec Max sur notre projet d'entreprise. On pourra t'en dire un petit peu plus. Mais trop bien. En effet, j'ai repéré donc toi Google et toi TikTok, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, pour me présenter rapidement, avec Armand, on s'est rencontrés c'était quoi ? C'était en 2013-14, ça va bientôt faire 10 ans, je pense. Quand on a commencé en cours ensemble, on s'est rencontrés là-bas, on s'est liés d'amitié, tout ça. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. Donc, on était à Dublin, chez Google, là-bas. Mm-hmm. Moi, j'ai fait 3 ans à Dublin en tout. Armand est parti un peu plus tôt. On était coloc ensemble pendant un petit moment. Donc, je fais 3 ans là-bas. Et après, je suis parti de chez Google. J'ai commencé chez TikTok. C'était début 2020. Non, mi-2020 et été 2020. Donc, il y a, en pleine explosion. Exactement, ouais. En fait, j'ai postulé chez TikTok, je me souviens, genre 2-3 semaines avant le Covid. Et genre, Covid, ça a évidemment aidé à faire exploser le truc, même si c'était déjà en bonne croissance. Mais te casse pas. Ouais, je vais me péter le coude, ce serait dommage. Donc voilà, donc moi j'ai bossé 1 an et demi chez TikTok et Armand et moi on a quitté notre taf respectif en fin d'année dernière pour se lancer à fond désormais là sur 2021, un peu comme toi d'ailleurs, sur nos projets respectifs. Ok, hyper intéressant. Et du coup, juste par curiosité, TikTok, c'était les bureaux à Paris ? Alors j'ai commencé à Londres, dans les bureaux à Londres quoi, tout simplement, et je suis arrivé en France depuis début 2021. Okay. En fait, j'ai fait 6 mois à Londres et 1 an en France. Ok, d'accord. À Paris. Ok. Et puis il y a beaucoup en télétravail, j'imagine. Quasi que ça. Ouais. J'ai commencé en télétravail et je suis parti. Ça venait de commencer à rouvrir. Ok, très bien. Et donc ce nouveau projet, donc vous disiez il y a une activité pro ensemble depuis 1 an, vous allez me pitcher ça, mais je sais qu'il y a aussi donc du contenu, la création de contenu qui s'intéresse à la creators economy, donc l'économie des créateurs. Je vous laisse m'expliquer tout ça, comme ça on a le contexte. Carrément, on peut te raconter un petit peu l'histoire. Ouais, à fond. Donc Max et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça tu l'as compris, mais on s'est toujours dit qu'on voulait bosser, faire un truc ensemble, mais il n'y a pas eu l'opportunité, il n'y a pas eu le sujet sur lequel on voulait vraiment se pencher. Et puis à un moment donné, on s'est dit ok, là c'est vrai, on sent qu'on a vraiment envie de quitter nos tafs et lancer un truc. Donc on a commencé à brainstormer et à ce moment-là, on a testé différents projets, différentes idées. Pendant votre job. Exactement, pendant les jobs en parallèle, on s'est dit voilà, on se laisse quelques mois pendant nos jobs pour voir s'il y en a un qui prend et sur lequel on peut se mettre à 100%. Donc on a testé différents projets et puis notre projet actuel était un de ces tests. Mais en gros, on a testé différents trucs et on s'est rendu compte que sur ces différents sujets, il y en a un qui prend bien. On pourra t'en dire un petit peu plus. Mais et là, du coup, en janvier, on s'est mis à 100%, même un peu janvier, à 100% sur ce projet-là. Et en parallèle, en fait, on s'est dit travailler dans la creator economy, c'est cool. Mais par contre, le mieux, ce serait d'avoir vraiment le ressenti des créateurs, être créateur nous-mêmes pour savoir ce que traversent les créateurs, pour connaître comment fonctionnent les outils, les problématiques de monétisation et tout. Donc, on s'est dit qu'on allait créer du contenu. Et là, on s'est lancé sur TikTok, Insta, YouTube et Snap. Snap, on l'a arrêté. Mais on s'est lancé, on a commencé à créer du contenu. Donc, l'objectif, c'est de partager des analyses sur la creator economy, de faire des interviews, d'essayer de comprendre la creator economy, de l'expliquer et d'être un petit peu le troisième pote caché des créateurs de contenu qui souvent en fait se sentent seuls.
Trop cool. Bon, j'ai tapé à la bonne porte déjà. C'est le sujet du podcast. Cool. Allez-y, sauf s'il y a des choses confidentielles, mais pitchez-moi votre premier projet. Enfin, dites-moi en quoi ça consiste, votre en dehors de la création de contenu. Ouais, carrément. Bah, du coup, donc c'est dans la creator economy. Et je pense que quand on a commencé à brainstormer justement avec Armand, c'était en tout cas le sujet qu'on voulait creuser. On était convaincus tous les deux que non seulement il y a une énorme opportunité et c'est un secteur qui est déjà gros, mais encore plus en devenir, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus. Et en plus de ça, le secteur nous fait kiffer à titre perso. Je pense depuis qu'on est gamin, on passe beaucoup trop de temps sur YouTube, tous les réseaux, TikTok, etc. Donc il y a aussi une notion de kiff et d'intérêt perso à aller explorer ce domaine-là. Et donc la notion de base, l'idée de base, c'était de dire comment on peut quelque part prendre la vague de la creator economy et se dire aider les créateurs de contenu à développer encore plus leur activité et devenir vraiment des business à part entière. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Un des premiers trucs qu'on a exploré, qui est finalement pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'était d'aider les créateurs de contenu à créer une marque de produits physiques. Donc, typiquement, en gros, créer des espèces de produits dérivés à leur image, etc. On bossait par exemple avec une influenceuse cuisine à l'aider à lancer sa gamme d'ustensiles de cuisine pour qu'elle le vende à sa communauté, etc. Okay. Donc ça, c'est un truc qu'on a exploré. Et que vous n'avez pas continué ? Qu'on n'a pas continué. La raison principale, c'est que plus on creusait le truc, plus on se rendait compte qu'il y avait des sujets qui étaient un peu hors de notre domaine de compétences, de industrialisation, de design produit, de logistique. Tu vois, nous, on est des gars du digital, on n'est pas des gars d'industrie, etc. Donc, on se rendait compte de notre valeur ajoutée. On pouvait essayer de le faire, essayer de creuser le truc, mais en fait, c'était pas là où on était bon et c'est pas là où on allait apporter une valeur de fou. Et donc ça, c'est petit aparté, c'était l'idée aujourd'hui qui est mise de côté. Qui est mise de côté. Et aujourd'hui, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est on se concentre sur la partie contenu vraiment des créateurs, et on travaille avec des créateurs de contenu pour les aider à distribuer et diffuser ce contenu sur le plus de plateformes possible pour aller monétiser encore plus ce contenu tout simplement. On se rend compte que la plupart des créateurs, ils sont un peu assis sur une mine d'or sans s'en rendre compte. Ils ont une chaîne YouTube qui peut-être marche très bien, et ils ont une bonne communauté, etc. Mais ils passent tellement de temps à chouchouter ce petit bébé qu'ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des opportes sur Facebook, sur Snap, ailleurs. Et donc on veut les aider à se décharger de cette charge un petit peu de distribution du contenu pour aller chercher d'autres opportes avec eux, les aider à grossir, être plus indépendant aussi des plateformes, parce que forcément si t'es que sur YouTube, t'es très dépendant de YouTube, et vice versa avec toutes les plateformes. Donc c'est surtout sur la partie production que vous les aidez ? C'est surtout sur la partie distribution. Okay. En fait, nous, à l'inverse, on leur dit, je sais pas si toi t'es créateur de contenu, t'es youtubeur, admettons, concentre-toi sur la création de contenu, et nous, on va t'aider sur vraiment toute la partie de distribution. Donc on va par exemple te lancer une page Facebook, manager ta page Facebook de A à Z, t'aider à accéder à la monétisation, à en tirer le plus de revenus possible, etc. Ok, presque un taf de manager, quoi. Manager de créateur de contenu. Ce que je veux dire, c'est que vous proposez pas aux créateurs, on va te faire, par exemple, moi j'enregistre un podcast et c'est vous qui allez me faire le montage vidéo, les shorts YouTube, les formats TikTok, les formats Reels Instagram. Ça, c'est toujours le créateur qui fait son montage, son contenu, ou il y a une offre ? Ça dépend, mais on le propose à certains créateurs. Parce qu'en fait, on voit souvent que les créateurs, ils n'ont pas le temps. Ils se concentrent sur la création de contenu. Déjà, faire un contenu formaté pour YouTube, par exemple, ça demande beaucoup d'énergie. Après, le décliner en short, en format carré et tout, c'est pas nécessairement ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, on leur propose. Après, on a deux offres. Disons qu'il y a une offre où on va t'accompagner et le faire pour toi. Et il y a une offre où on va juste te permettre de scaler, de distribuer ton contenu sur d'autres plateformes. Je trouve qu'il y a vraiment une création de valeur pour les créateurs. Enfin, moi, je le vois, je l'ai passé du temps à... Enfin, il y a un moment, tu peux plus compresser le temps. Donc, si tu fais chaque short, tes montages et tout, et t'as plus le temps d'aller prospecter des nouveaux invités pour ton podcast ou quoi, ou de réfléchir à un nouveau concept de vidéo, j'imagine. Donc je comprends l'offre et c'est cool. Il y a une vraie valeur ajoutée, quoi, pour les créateurs de contenu. Vous faites comment pour les contacter ? Très bonne question. C'est pas un sujet facile parce que c'est des gens qui sont généralement, on parle de gros créateurs entre guillemets, donc qui sont sursollicités, qui doivent avoir des emails, des inbox bien remplis, etc. Les premiers avec qui on a travaillé, c'était, je dirais, nos réseaux un peu personnels, par nos expériences chez TikTok, Google. On connaissait quelques personnes dans les équipes YouTube, etc. Donc en entendant parler de projets de certains, on arrivait à être mis en contact. Et après, pour la plupart des
des clients avec qui on travaille aujourd'hui, c'est y a rien de magique, je dirais, c'est aller trouver leur adresse mail dans leur bio ou sur YouTube, essayer de leur envoyer un mail pour rentrer en contact, etc. On se rend compte que ça marche relativement bien. Le taux de réponse, enfin le taux d'ouverture ou de considération, il est pas très bon. En revanche, une fois que la personne a vu le mail et a compris l'intérêt de ce qu'on fait, là le taux de transformation est plutôt bon, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai pain côté créateur. Notre pitch, il est relativement sexy, sans nous jeter des fleurs, mais c'est de dire, t'as un contenu qui est cool, on va t'aider à en tirer encore plus de monétisation, et nous, on prend un pourcentage de ce que tu vas gagner en plus, donc en fait, t'as pas beaucoup de risques de ton côté, mis à part que tu pourrais nous dire, je peux le faire moi-même, mais en fait, t'as pas le temps de le faire toi-même, donc on t'apporte de la valeur en plus. Donc obtenir un oui de leur part, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est effectivement d'avoir leur attention et de réussir à discuter avec eux. Hyper intéressant. Du coup, vous avez répondu à la question du business model. Vous prenez un pourcentage de la monétisation des vidéos ou du sponsoring. J'imagine que vous le retrouvez. On trouve pas de sponsoring. Okay. Ça peut nous arriver parce qu'au final, on a le lien avec les créateurs et parfois c'est peut-être plus simple de ramener le sponsoring. Mais par contre, on prend un revenu, une partie du revenu généré par la pub et la monétisation. Ok. Donc, je sais pas si tes auditeurs sont familiers avec le modèle, mais en gros, je veux bien que tu le rappelles. Ouais, je peux faire un petit rappel rapide. Donc, un créateur de contenu va mettre sa vidéo sur YouTube, par exemple. L'entreprise YouTube va vendre un espace publicitaire sur cette vidéo à une entreprise, par exemple un Procter & Gamble qui veut vendre des shampoings. Donc PSG va payer par exemple 1 euro YouTube, et YouTube va reverser une partie de cet argent, à peu près 50%, au créateur pour le remercier et le récompenser d'avoir mis son contenu. Parce que sans le créateur, il n'y a pas de contenu. Sans le contenu, il n'y a pas de publicité. Et la plupart des plateformes fonctionnent comme ça. Après, tes auditeurs, ils sont aussi certainement familiers avec le modèle de ce qu'on appelle le fonds pour les créateurs. C'est ce que fait TikTok, par exemple. Donc, en fonction du nombre de vues que tu as, tu vas recevoir des cacahuètes. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Alors, parce que moi, je l'ai découvert récemment. Parce qu'en effet, YouTube, je connaissais le modèle. Et d'ailleurs, j'y reviendrai à une question qui me semble pertinente. C'est que beaucoup de créateurs disaient ça suffit pas, la monétisation YouTube. Il faut aller faire des opérations avec des marques. Mais TikTok, en fait, ils ont un fonds. En fait, ils ont un porte-monnaie dédié à la rémunération des créateurs. Et c'est pas du tout lié à la publicité générée sur la plateforme. Alors, c'est lié indirectement. Après, Max, l'expert TikTok, pourra nous dire. Mais en gros, cet argent, il vient des revenus publicitaires. Parce que TikTok gagne de l'argent en vendant des espaces publicitaires. Mais il constitue un fonds qui est fixe. Je crois que c'était 100 millions de dollars, si je dis pas de bêtises. J'ai plus. Et en gros, ils vont redistribuer cet argent aux créateurs. Mais en fonction du nombre d'abonnés. Du nombre de vues sur les vidéos. Ok. Mais c'est un peu flou, tu vois, la recette est pas complètement publique en tout cas. Mais ce qui est bizarre avec ce modèle, c'est que c'est contre-productif. Plus t'as de vues, plus t'es gros et plus il y a de gros créateurs sur la plateforme, moins ils sont payés en fait. Bah oui. Donc la plateforme, elle n'incite pas les créateurs à venir s'installer et développer leur contenu sur TikTok. Parce que le fonds qu'ils ont créé grossit pas, lui. Exactement. C'est un fonds fixe. Effectivement, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a dit on alloue 100 millions aux créateurs sur les 3 prochaines années. Quel que soit le nombre de créateurs, le nombre de vues, etc. Et sachant que TikTok a explosé, forcément, le gâteau n'augmente pas, mais par contre, le nombre de gens qui veulent une part du gâteau ça paraît augmente. Peu stratégique de leur part. C'est ça qui m'impressionne, c'est qu'ils ont peut-être revu leur stratégie à ce niveau-là. Ouais, en fait, c'est un vrai sujet. Hein. Je pense que la monétisation sur TikTok, mon avis, se casse un peu la tête sur le sujet pour essayer de réfléchir à comment on peut avoir un truc... un modèle beaucoup plus équitable à la YouTube ou Facebook qui est vraiment du revenu sharing, c'est-à-dire au plus YouTube fait de l'argent, plus les créateurs en font de l'argent, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Je pense que c'est dans l'intérêt de TikTok de mieux valoriser leurs créateurs, au sens où, comme dit Armand, s'il n'y a pas de créateurs, il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de revenus. Mais en même temps, je me mets à la place de TikTok, c'est pas évident non plus parce que le modèle de YouTube, c'est je place des publicités dans ta vidéo. Sur TikTok, tu vois comment ça fonctionne, c'est un feed, c'est un feed, t'as plein de vidéos. Donc là, actuellement, ils placent des publicités entre les vidéos. Mais comment attribuer le mérite d'une publicité à une vidéo plus qu'une autre ? Bien sûr, ouais. Mis à part le nombre de vues. Donc, le nombre de vues, ça peut être un critère. C'est le critère principal qui est utilisé pour l'instant. Mais c'est dur à dire, tu vois, de dire, en fait, on a réussi à placer une publicité auprès de cette personne grâce à quoi ? La vidéo avant, la vidéo après, les 10 vidéos avant, 10 vidéos après. Donc, je pense que c'est un modèle qui est différent, du coup, de YouTube et Facebook qui doit émerger. Mais, donc voilà. Après, TikTok, c'est une boîte toute nouvelle, hein, à l'échelle YouTube, ça va avoir 20 ans. 20 ans, TikTok, c'est sorti il y a
il y a 2-3 ans, ça a commencé vraiment à émerger. Et la monétisation, ça a 1 an, je crois, un truc comme ça. Donc, faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. La monétisation sur YouTube, en tout cas, je sais pas, ça va faire au moins 10 ans que c'est là. Ils sont évidemment beaucoup plus stables et beaucoup plus solides pour rémunérer. Enfin, l'écosystème oui, créateur je comprends. Mais TikTok a explosé à une telle vitesse que faut se poser. Mais peut-être qu'ils se disent que les créateurs s'y retrouvent avec les marques. Encore une fois, parce que j'ai cru comprendre. Moi, j'ai eu des gens que vous connaissez peut-être, Dorian Dufour-Vorfeld, Hugues Trijas, qui m'ont raconté que si tu es dans la bonne niche et que tu fais le bon boulot, que tu bosses bien, tu t'y retrouves financièrement. C'est sûr. Mais c'est pas grâce à TikTok directement. C'est indirectement. Enfin, TikTok leur offre une plateforme sur laquelle être visible. Bien sûr, tout à fait. C'est un débat complexe en effet. Ouais, c'est clair. Mais c'est le même scénario sur Instagram. Au final, pendant longtemps, maintenant ils s'y mettent, mais pendant longtemps, Instagram n'a pas payé les Instagrammeurs. Mais pour autant, tu as les Instagrammeurs qui font des stories à $10 000. Tu vois, mais ça vient pas d'Instagram directement. Et sur TikTok, c'est vrai que on a parlé aussi à Dorian, etc. La majorité de leurs revenus, c'est pas du tout l'argent de TikTok. C'est un pourboire. Donc, par rapport à ce que tu peux faire avec des marques directement, c'est sûr que c'est autre chose. Ouais, ok. Mais pareil. Enfin, c'est complexe. Je comprends que ce soit un sujet complexe parce que moi, la personne avec qui je travaille, ses revenus, sa monétisation YouTube, c'est pas ça qui le fait vivre non plus. Donc, mais bon, il y a un écosystème qui se met en place. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait 20 ans YouTube en effet, et TikTok vient remettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il va falloir battre les cartes, quoi. C'est top. Ok, hyper intéressant tout ça. Du coup, on comprend un peu mieux. Je vous ai pas posé la question parce que vous y avez répondu, mais pourquoi la Creators Economy? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans, quoi? Déjà, on baigne dans YouTube depuis qu'on a, je pense, 10 ans. Si tu regardes mon watch time over life, je pense le chiffre il doit être complètement incroyable. Écoute, on peut peut-être faire une image avec le monde d'Internet dans les années 90. En gros, quand tu regardes Internet dans les années 90, ça explose. Il y a plein de startups qui sont en train de se lancer. Il y a tout un écosystème qui se construit avec des services, des infrastructures. Il y a des boîtes qui ont émergé et qui aujourd'hui prospèrent et qui sont parmi les plus grosses entreprises du monde. Et on a l'impression avec Max qu'on est un petit peu dans les années 90 de la créateur économie en fait, et qu'il y a plein de créateurs qui sont en train de naître, tout le monde devient un petit peu créateur, t'en as d'autres qui émergent un peu plus, t'as des infrastructures, des services qui sont en train de se lancer avec des startups et tout, et en fait, vu que c'est un sujet qui nous passionne, on se dit autant arriver au début de la vague et être à fond dedans, quoi. Ça c'est très vrai et c'est très cool que tu dis ça. On y reviendra. Vous répondez déjà à toutes mes questions, mais en effet, il y a une vague. Alors après, est-ce qu'il y a une hype passagère ou est-ce qu'il y a mais c'est le jeu. Il y a un petit risque à prendre et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok, passons vite fait aux autres sujets et puis on reviendra là-dessus. Mais j'ai vu que vous étiez pas que sur TikTok. J'ai vu que, notamment toi, Armand, j'étais tombé sur un post sur LinkedIn qui pétait les stats, mais je me souviens plus des chiffres. Ah oui, ouais. Mais je sais pas comment. Est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie là-dessus ou est-ce que c'est du feeling? Très bonne question. Je pense que au moment de la sortie de ton épisode, les choses auront un peu changé. Ah ouais. En gros, déjà, le post que tu as vu, je pense que c'était un projet que j'avais lancé pendant le confinement. C'est les lettres, là? Ouais, les lettres. Ça s'appelait Câlin de loin, qui avait fait, je sais pas, 50 000 vues ou 40 000 vues, un truc comme ça. L'objectif, c'était d'essayer de rapprocher les gens qui sont un petit peu loin et surtout les personnes âgées qui sont très isolées. Et en fait, ça te permettait d'envoyer des lettres ensemencées à tes proches. Donc en fait, c'est une lettre que tu peux lire et ensuite tu peux la planter et ça te fait des petites plantes, des petits pousses. Ah, trop bien. Et ouais, c'était cool. C'est un petit projet sympa pour essayer de ramener un petit peu de climat, de bonne vibe et de soleil dans cette période qui est un peu difficile. Mais on est en train de réfléchir. Donc aujourd'hui, tu vois, on a une stratégie qui est quand même multicanal. On est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur YouTube. Mais disons qu'on est plutôt TikTok first dans notre approche. Et là, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire ça et même mieux utiliser LinkedIn. Tu vois, c'est pas forcément des audiences qui sont les mêmes, c'est pas une stratégie qui est pareille, mais on est en train d'essayer d'y réfléchir. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens comme nous, comme toi, je pense, qui sont intéressés par la creator economy. On les a trouvés. En tout cas, on essaie de les trouver sur TikTok. Et on se dit que sur LinkedIn, ils y sont aussi très certainement. Toutes nos vidéos, 90% des vidéos, elles sont scriptées. Donc en fait, on a quelque part sur notre ordi un script de tout ce qu'on a dit sur TikTok. On se dit pourquoi on réutiliserait pas cette matière grise et en faisant des posts réguliers sur TikTok, tu vois. Donc je pense que c'est sur LinkedIn, pardon. Donc c'est ce qu'on en discutait avec Armand. Je pense qu'on va commencer à essayer de faire ça pour essayer de trouver un peu notre audience aussi un petit peu plus business. pro business.
On a commencé sur TikTok et on est TikTok first parce que TikTok, ça a l'avantage de te donner un reach organique que t'as nulle part ailleurs, en fait. On poste exactement le même contenu sur les 3 plateformes, YouTube et Insta. Les résultats sont pas du tout les mêmes. Donc, sans TikTok, on serait sûrement pas là aujourd'hui, tu nous aurais pas connus. C'est clair. C'est grâce à cet algo que on arrive à discuter avec plein de gens de cet écosystème. Donc ça restera notre truc first. Après, je pense que LinkedIn peut être un prisme différent à ajouter en plus. Ouais, c'est clair. Et j'ai l'impression que LinkedIn, là, il y a une vague de création de contenu. Il y a un truc qui se passe. Eux, je sais que j'ai des connaissances qui bossent là-bas. Ils bossent sur des mises en prod, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour la création de contenu. Je crois que maintenant tu peux être je sais plus ce que c'est, mais il y a un programme, il y a un programme créateur, LinkedIn Creators, il y a un programme créateur. Donc c'est cool, moi je vois de l'avenir, et ça revient un peu à une conversation que j'avais avec la personne avec qui je travaille. C'est les niches marchent bien parce que LinkedIn c'est niché business, et tu sens que moi je pense pas que ça fasse comme Facebook, tu vois, que ça devienne un réseau social de boomers au bout d'un moment et que ça s'essouffle. En tout cas, tout le monde travaille, tout le monde a besoin de faire du réseau, et du coup voilà. Mais là ça devient très créateur, donc je vous poserai la question après de savoir ce que vous en pensez, mais on peut y venir d'ailleurs tout de suite. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de création de contenu, beaucoup de gens qui sont étiquetés influenceurs LinkedIn, et est-ce que ça va pas saouler les gens au bout d'un moment et se dire en fait on voit plus que des mecs qui racontent leur vie, comment ils ont trouvé la recette parfaite. Je sais pas. C'est une bonne question, honnêtement. Je voulais revenir sur ce que disait Armand. Nous, sur la partie notre compte TikTok, etc., ce qu'on aime bien évoquer, c'est des créateurs comme des business, ou l'aspect business de la créateur économie. Comment un tel a développé son business, quelles sont les stratégies marketing qu'il utilise, etc. Donc, on se dit que ce genre de discours, ça peut notamment intéresser les c'est clair. Il y a pas vraiment beaucoup de parallèles à faire entre le monde des créateurs et le monde des startups. Des startups qui parlent pas mal sur LinkedIn, les gens, en tout cas moi je sais que dans mon LinkedIn j'ai beaucoup de trucs comme ça. Donc après ta question c'était est-ce que LinkedIn va devenir comme Facebook? Non, c'est juste je m'étais noté comme question, mais plus tard de se dire est-ce que là il y a vraiment une hype de la création de contenu sur LinkedIn. Il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui font du contenu super intéressant, notamment le podcast. Moi depuis que je fais que je crée des podcasts, j'ai l'impression qu'on en fait tous, mais ça revient un peu à ce que vous disiez, tout le monde devient un peu créateur de contenu, et on y reviendra, c'est un fait de société je pense. Mais du coup, LinkedIn, parfois je me dis, est-ce que ça va pas devenir vraiment que de la création de contenu, et t'auras plus les mecs, tu sais, au départ, tu cherchais quelqu'un à recruter, tu balançais un post sur LinkedIn, je cherche un UX designer, et voilà, t'avais des commentaires. Maintenant, on raconte ce qu'on fait, quoi, et on fait de l'influence en fait. Moi, j'ai l'impression que sur LinkedIn, en tout cas dans mon LinkedIn, au sens où moi ce que je vois sur LinkedIn, c'est beaucoup de gens qui ont effectivement cette casquette de pseudo-influenceurs, tu vois, des gens qui racontent leur expérience business, etc. Mais toujours au service d'un business tiers, tu vois. Ils vont parler de leur activité, ils vont la storyteller, bien sûr, faire du storytelling autour de leur business, de leur activité. Mais toujours le but, ça reste de, au final, générer des leads, se faire connaître, etc. Et j'ai l'impression, en tout cas, encore une fois, dans mon LinkedIn, que je vois pas de créateur au titre de créateur et point barre, tu vois, qui n'apporte pas de valeur. Pas qui n'apporte pas de valeur, mais ou qui dit juste, je raconte des choses sur LinkedIn, sans forcément vouloir te vendre une formation ou te ramener derrière vers mon business, etc. Alors que sur TikTok, t'en as plein des créateurs qui sont, je suis créateur TikTok, pas pour parce que c'est point barre, tu vois, parce que je kiffe. Exactement, c'est ma passion, j'ai pas mon activité que je raconte sur TikTok, c'est juste je suis entre guillemets créateur sur TikTok. Donc je sais pas si ce genre de créateur sur LinkedIn ça peut émerger potentiellement, tu vois, tu pourras avoir un mec spécialisé sur l'optimisation de landing page, j'en sais rien, qui raconte sa vie. Mais moi j'y ai pensé à un moment, je me suis dit en vrai c'est hyper rigide comme réseau, ce serait marrant à un moment de décontracter un peu tout le monde, ou alors de faire comme ce que vous faites, et on va y venir juste après, mais de l'actu business sur un certain secteur, ou sur... Tu vois, moi je trouve ça cool si quelqu'un arrive, mais comme média ils essayent un peu de le faire, et ils le font pas mal d'ailleurs. Oui, c'est vrai. De dire, une boîte hyper carrée comme Orpea, tu vois, groupe d'EHPAD, on va parler de leur dernière info, dernière actu, mais avec des mecs qui ont la patate, qui sont jeunes, et c'est bien. En tout cas, ça évolue, et je partage un peu ton avis. Je sais pas si Armand, t'as le même avis.
Ouais, globalement, j'ai le même avis. Non, j'ai J'ai le même de avis. répondre à la cool. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, je me dis, pour compléter un peu, en gros, sur LinkedIn, pour percer, mon sentiment, c'est qu'il faut que tu apportes de la valeur. Donc, soit c'est en essayant de vendre un petit peu ton business et tout, soit c'est aussi un truc qui marche bien, c'est motiver les gens ou essayer de les alerter sur certaines réalités du travail et tout. Et t'as pas le côté vlogueur sur LinkedIn, tu vois. Ça existe pas. Peut-être que ça viendra. Tu vois, LinkedIn qui va sortir des stories et tout. Peut-être que ça va changer la donne. Récemment, vous connaissez Guillaume Moubèche? Oui. Vous avez vu récemment, vidéo YouTube, je me suis remusclé en 30 jours. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai pas vu, non. Vidéo bien réalisée, bam, sur LinkedIn. Et alors, lui, il avait bien construit sa com avant, avec la levée qu'il a refusée. Hein. Mais lui, il est très très fort. Mais tu vois, là, on n'est plus dans je vous cherche à ramener des leads. On est dans j'entretiens mon image de marque. Il a mis cette vidéo sur LinkedIn? Ouais, ok, j'ai j'ai une pas vu. vidéo sur LinkedIn et t'as plein de mecs qui commentent trop bien, ça me donne la patate, merci. Donc, en effet, il y a sûrement de la création de valeur. Mais nous, on s'est dit avec mon associé, parfois, on s'est dit, ok, là, LinkedIn, ça devient YouTube. Mais en vrai, il a raison parce que si ça inspire les gens, pourquoi ne pas le faire? De toute façon, c'est une bataille d'attention, donc tu as envie d'aller là où les gens sont. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus confortables à passer du temps sur LinkedIn la journée au travail versus YouTube. Donc, si le contenu est dessus... mais allez voir cette vidéo, vous allez voir, c'est de l'entretien d'image de marque. Et vous qui êtes connaisseur du secteur, je pense que c'est une belle opération de création de contenu. Il est fort. Ouais, il est fort. Il est très fort. Intéressant. Justement, venons un peu à ce que vous faites parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Vos contenus, moi, je regardais vos vidéos TikTok. Je suis un peu moins sur TikTok d'ailleurs en ce moment, mais on y reviendra. Mais ça n'intéresse pas les gens, mais c'est pas grave. Le travail de recherche derrière vos vidéos, parce qu'elles sont hyper précises. Moi, à chaque fois, j'ai de l'info hyper intéressante. C'est combien de temps de travail pour chaque petite vidéo comme ça vous avez processé un peu le truc, vous savez comment ça se passe? Déjà, je veux juste dire merci. Déjà, ça fait plaisir que tu regardes nos vidéos et ça non, mais plaisir. ça a de la valeur pour le coup, vraiment. Ça me fait sincère. vraiment plaisir. Écoute, pour te répondre, il faut pas oublier qu'on a un business à côté. Ouais. Donc, faut faire tourner le business. Ouais. Donc, on s'est dit avec Max qu'on essaie d'y consacrer peut-être une demi-journée par semaine, grosso modo, en temps de travail. On a expérimenté. Si tu descends dans le fil de vidéos et que tu vois les premières vidéos, ça n'a rien à voir avec. C'était pas pareil, ouais, exactement. C'était pas pareil. C'est pas grave, normalement. Directionnel. Mais là, pour te dire un petit peu et pour expliquer peut-être à des gens qui veulent se lancer, en tout cas pour que ces personnes-là puissent comprendre comment nous on s'organise, on se donne à peu près entre 15 et 45 minutes par vidéo de l'écriture au tournage, à la publication. Ok. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a une sorte de Trello sur Notion où à chaque fois on drop les idées. Donc on voit une actu, on voit un sujet et vu qu'on baigne dans la creator economy, on alimente souvent ce truc-là. Vous kiffez, c'est-à-dire que vous regardez des trucs sur YouTube et c'est trop bien ça. Moi, c'est le business en plus, donc c'est très bien. Donc tu vois, on met une idée dedans, après on écrit le script, donc on essaie de faire quelques recherches, on le tourne et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est du batch. Donc en fait, tu vois, on essaie de prendre une demi-journée ou 2 heures et essayer de faire 5 scripts d'un coup pour essayer de gagner en temps. Parce que ça, c'est... T'as un truc à dire, Max, peut-être sur l'orga, parce qu'on a beaucoup expérimenté. Je te trouve ambitieux sur les 15-45 minutes, c'est plus 45 minutes, 1 heure de mon côté. Depuis la recherche, écriture, tournage, montage, publication. Mais peut-être que ce temps se contracte avec la pratique aussi. Ce temps peut se contracter, mais effectivement, on a testé plein de choses. Au début, on prenait beaucoup de temps. Même pour tout te dire, au tout début, d'ailleurs, on avait voulu pas lancer un compte TikTok, mais un compte YouTube. Ouais. Et là, tu t'es dit, toujours d'aspect créateur économique, décrypté, etc. Donc, même sujet. Mais en faisant des vidéos un peu plus de type essai, tu vois, de 10-15 minutes. Et on s'est dit, on en a fait une, hein. Elle est prête, elle est tournée, elle est pas publiée. Elle est pas publiée. Mais on s'est dit, en fait, c'est pas possible. Faire une vidéo par semaine comme ça, c'est tellement de taf, c'est impossible. Ouais. C'est là que tu vois qu'en fait, ces mecs-là, ils bossent vraiment, quoi. Ah bah c'est clair. Quand les journalistes leur disent tu joues dans ta chambre, ça doit leur foutre les boules. Tu sais les commentaires qui disent quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo, mec, doucement, je dors aussi. Ouais, exactement. mais bref, du coup pour répondre à ta question, c'est là on est arrivé à un rythme où une vidéo ça nous prend 3 quarts d'heure, 1 heure grand max entre l'idée, le moment où je dis tiens j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus et le moment où tu dis elle est prête. Même si c'est 1 heure qui au final est étalée sur plusieurs sessions. Mais c'est pour ça que tu vois sur nos vidéos que sur les 4 dernières j'ai le même t-shirt, etc. C'est parce qu'elles ont toutes été tournées d'affilée. C'est bien d'être transparent là-dessus, je pense. Enfin, tu vois, si tu changeais de t-shirt et machin, et un jour on te dit en fait non, c'est pas trop en faire. Mais scripter les vidéos, c'est important pour vous? Vous avez un prompteur ou un truc ou
On a expérimenté différents trucs. Ouais. On a testé le prompteur. Ouais. Ça peut être pas mal. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le script, on essaie de se l'approprier. Ouais, et puis on tourne la vidéo. Et après, il y a des cuts. Tu vois, il y a des moments où on est obligé de refaire les phrases. Mais ça te laisse un peu de place à la créativité. C'est plus spontané. Ouais, je comprends. Il y a vraiment plusieurs écoles sur la création de contenu sur TikTok. Je sais qu'on avait écouté un podcast justement où il y avait, c'était Caroline Jurado, je sais pas si tu vois, qui se fait interviewer. C'est une nana qui parle de crypto sur TikTok. Et pareil, elle a lancé son compte récemment, elle a vite grossi, etc. Bref, elle disait qu'un TikTok, du moment où elle a l'idée au moment où c'est posté, c'est 15 minutes grand max. Si c'est plus de 15 minutes, ça va pas, c'est trop, je le fais pas. Nous, quand on a écouté ça, je me dis, putain, fais chier, on passe 1 heure sur nos trucs, et en plus de ça, ça marche beaucoup mieux et tout. Tu dis, merde, peut-être qu'on se casse le cul à faire des trucs peut-être trop bien, trop léchés et tout, alors qu'en vrai, TikTok, il n'y a pas besoin. Donc, on essaye de varier un peu les contenus. Il y a certaines vidéos sur lesquelles on fait pas mal de montage, on essaie de faire des incrustations, des petits effets de son, etc. Et d'autres où, à l'inverse, on prend le téléphone en format selfie et c'est parti. Tu vois, il y a 0 montage, 0 cut. Donc, aujourd'hui, vous déléguez rien? Non, on délègue rien du tout. Ok, pas de stagiaire, pas envie de... Ok. Pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais effectivement, pour l'instant, on délègue rien. C'est sûr que ce serait un luxe de se dire, bon, je ne fais que tourner, et après, ou voire même qu'avoir quelqu'un qui fasse les recherches. C'est bien de le faire soi-même, ça, je suis d'accord au début. Mais moi, je suis très, peut-être environnement startup, très, ok, tu veux scaler, il y a un moment, il faut savoir déléguer. Ouais, c'est sûr. Tu formes la personne, et puis, comme ça, tu peux... allouer du temps à progresser sur d'autres choses, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Je pense qu'il y a 2 écoles là-dessus, moi j'ai rencontré pas mal du coup maintenant de gens qui créent du contenu et qui me disent je préfère faire moi-même, quoi. C'est mon bébé, quoi. Donc, et sur TikTok surtout, tu vois, pour revenir sur vraiment les 2 écoles, soit le contenu très authentique, naturel. TikTok, surtout quand ça a explosé début confinement, c'était un peu vu comme la plateforme justement très authentique. Je tourne des vidéos depuis ma chambre, limite encore dans mon lit, un peu à l'arrache, etc. Et de plus en plus sur TikTok, tu vois des contenus professionnalisés, bien léchés. Ça se YouTubeise, j'ai presque envie de dire. Et du coup, la question se pose de dire, est-ce que on fait du contenu très authentique, très naturel, au format en un shot, c'est pas en un rush, c'est parti, ou est-ce que justement on essaie de faire quelque chose de plus léché? Pour l'instant, on n'a pas forcément la réponse, on essaye les deux. Mais il y a clairement deux voies. Si demain tu veux te lancer sur TikTok et que tu sais pas trop quoi faire, t'as pas forcément besoin de te prendre la tête à créer du contenu compliqué, quoi. Mais moi, j'avais demandé à une nana qui faisait du conseil en web marketing et qui était sur TikTok et qui s'était lancée à peu près en même temps que moi. Moi, je mettais des extraits et pareil, j'ai testé des formats et tout. Puis après, j'ai enlevé ma gueule de TikTok et je me suis dit, je mets que des extraits de mes podcasts parce que voilà, ça m'a joué des tours 2-3 fois. Et elle me disait, je lui disais, voilà, moi, avec du contenu un peu à l'arrache, voilà, t'en penses quoi? Elle était là. Aujourd'hui, sur TikTok, le à l'arrache, je suis pas sûr que ça marche longtemps parce que quand il y en a d'autres qui mettent beaucoup de moyens et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, forcément, ça va dénoter, quoi. Donc j'étais là, ça va vite. Ça va très vite. La professionnalisation d'un réseau, il faut y allouer du temps si tu veux, en tout cas, en faire une activité. C'est intéressant. En tout cas, vos vidéos, je disais qu'elles ont elles ont de la qualité. On voit maintenant les process que vous avez mis en place. Donc, une demi-journée par semaine pour produire. Le reste du temps, vous bossez sur votre boîte de conseils aux créateurs de contenu, si je peux y dire. Comment on fait pour être jamais à court d'idées? Là, t'as touché le point sensible. Ouais. On a quelques astuces, je pense. Déjà, c'est difficile, honnêtement. Une vidéo par jour, on est à notre 96e vidéo, un truc comme ça. 96 sujets, ça commence à faire beaucoup. Puis, moi, j'ai regardé en préparant l'entretien, tu vois, j'ai des trucs à côté desquels j'étais passé. Et franchement, à chaque fois, il y a une info intéressante. Je dis pas ça pour vous, tu vois, vous faire plaisir, quoi. Bref, vas-y, continue. Ça, c'est intéressant parce que c'est une des règles qu'on s'est données. On s'est dit, en fait, il faut qu'une vidéo puisse apporter quelque chose à un créateur. Parce qu'on s'était posé la question de faire des vidéos un peu plus chill, où on montre les coulisses, ou même notre vie de créateur d'entreprise, tu vois. Mais au final, on s'est dit focus sur le créateur et la valeur qu'on peut lui apporter. Comment ne pas être à court d'idées? Là, j'étais à court d'idées. Il y a des sites, j'ai vu, il y a des sites où tu peux taper des mots-clés et tout. J'ai vu des créateurs TikTok qui proposaient ça. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je l'avais mis en favori sur Chrome et j'ai jamais rouvert le truc. En même temps, moi, je suis pas focus là-dessus, mais Après, on peut peut-être partager quelques ressources qui sont intéressantes pour les gens qui s'intéressent à la créateur économie. Moi, j'aime beaucoup le blog de Jean d'Internet. Ok.
Je sais pas si tu connais, mais Non. c'est très bien. C'est bien écrit. Il y a des infos qui sont super pertinentes sur la creator economy, le monde de l'influence plus généralement et des agences d'influence. Après, on regarde beaucoup aussi. Enfin, on passe nous-mêmes à titre perso beaucoup de temps sur les plateformes YouTube, TikTok et tout. Donc ça nous alimente. Et tu notes, du coup, maintenant. Ouais. À 1h du mat, tu sors ton téléphone, c'est une bonne idée. Faut que je fasse une vidéo, je shotgun. Ah mais ça m'arrive souvent. Peut-être tu marches, tu vois un truc dans la rue. Ah tiens, Caroline Receveur qui a lancé un truc avec du café. Boum, je le mets dans mon doc et j'essaie d'en faire une vidéo, quoi. Ok. Donc ça c'est bien. Sur YouTube, il y a une nouvelle chaîne qui s'est lancée il y a pas longtemps. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais qui est super. Franchement, en termes de qualité d'analyse, c'est top. J'essaierai de te retrouver le nom, comme ça tu pourras le mettre dans la description. C'est quoi? J'essaye de trouver. Tu peux me faire deviner. Je crois qu'ils ont lancé 3 ou 4 vidéos. Ils en ont fait une sur Hugo Décrypte. C'est en français ou en anglais? C'est en français. Je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas le nom non plus. J'ai oublié. C'est vrai, parce que moi aussi, je suis très très YouTube. Moi, je suis un passionné. Et comme vous, j'ai regardé beaucoup. Mais moi, je me suis focus à un moment sur les mecs qui font de la vulgarisation scientifique. Et du coup, maintenant, j'ai un peu que ça dans mon feed. Et là, l'algorithme YouTube est un peu relou là-dessus. D'ailleurs, peut-être que c'est un sujet que vous pourrez traiter, parce que j'ai vu que dans l'émission Popcorn, ils en ont parlé. Et ils sont vite saoulés, les mecs, d'être enfermés par YouTube sur toujours les thèmes sur lesquels ils ont été intéressés. Et du coup, on leur propose beaucoup moins de nouvelles choses aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment mes centres d'intérêt sur ma page d'accueil YouTube. Alors, pour aller chercher de nouvelles choses. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu likes les vidéos? Est-ce que tu commentes? Et parfois, est-ce que tu dis je suis pas intéressé par cette vidéo? Non, très peu. Franchement, très peu. Et d'ailleurs, c'est marrant. Je me suis dit, ça fait 10 ans que je me dis ça. Je me dis, je suis quand même un bâtard parce que je consomme énormément et je like. Je like quand même si vraiment je trouve ça ouf, le travail du mec. Mais tu vois, il y a plein de gens qui font des choses bien. Moi, j'aime bien regarder aussi des vidéos gaming pour me débrancher le cerveau le soir. Et bah, tu vois, ces mecs-là, je pense pas forcément à liker, tu vois, ou à commenter. Shame on you. Ouais. Non, mais t'as raison. Franchement, t'as raison. Et je pense que c'est là que tu vois la puissance d'une commune. Enfin, c'est fou parce que moi, j'ai un peu loupé le virage Twitch. Mais tu vois, les mecs qui s'abonnent, qui viennent animer une chaîne dans le chat et tout. Moi, je suis incapable de faire ça, quoi. C'est du taf, hein. Ouais, en fait. C'est vraiment des gens engagés qui te suivent sur Twitch, quoi. Donc les mecs qui ont réussi à se créer une communauté là-dessus, moi à chaque fois je me dis chapeau les gars. Grave. Vous avez envie de partir par là un jour dans le live? On s'est pas trop posé la question en vrai. J'avais noté la question, c'est quoi le projet à long terme? Donc on peut switcher là-dessus un petit peu si vous voulez. Est-ce qu'il y a une vision long shot de votre projet, de votre entreprise, ou pas trop? On kiffe pour l'instant. Bah, alors il y a la partie business et il y a la partie création de contenu Armand et Max qu'on quand même sépare pas mal, tu vois. Il peut y avoir des choses que vous avez pas trop envie de dire pour l'instant, il y a pas de... Non, franchement pour le coup, bah en tout cas sur la partie Armand et Max, tu vois, notre compte TikTok, on raconte ce qu'on raconte. Tu vois, le pourquoi on l'a lancé au début, c'est de dire déjà de une, comme disait Armand, on a envie d'être dans la peau des créateurs, de nous-mêmes être des créateurs. De deux, ça nous aussi, mine de rien, bah, ça nous force à rester aux aguets de l'actualité de cette creator economy. Donc c'est mine de rien, ça nous renforce aussi là-dessus. Et en plus de ça, le bénéfice pseudo caché, c'est que ça nous met en contact aussi avec pas mal de créateurs. Et tu en parlais de lead magnet tout à l'heure. Quelque part, c'est aussi notre lead magnet à nous de rencontrer des créateurs, de parler de la creator economy. On a eu pas mal de conversations hyper cool grâce à ce compte, tu vois, de rencontres très sympas. Donc si on peut déjà continuer cet aspect-là et potentiellement continuer à grossir, avoir encore plus de connexions, de communautés, bah, je pense que l'objectif, en tout cas de cette chaîne, il est atteint, tu vois. Quand on s'est lancé, on se disait jamais en 3 mois on aura 30 000 abonnés, etc. C'est ouf, tu vois. Même si c'est à petite échelle encore, mais à notre échelle, c'est très stylé. Enfin, on est très content en tout cas. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça me permet de rebondir rapido. T'es en train d'y répondre, ça vous a apporté quoi tout ça en fait? Moi ça m'intéressait de savoir depuis que je crée du contenu sur internet, quelle que soit la plateforme, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que je pense que vous allez confirmer comme moi que ça a un impact de malade sur une vie pro ou perso, quoi. Bah je pense que le number one c'est des rencontres. C'est franchement trop bien. Ouais, trop bien, on a rencontré plein de créateurs et c'est toujours, tu sais, ce petit kiff quand on poste une vidéo sur TikTok, tu te dis ah tiens, il y a lui qui a commenté ou qui a liké ou qui s'est abonné, c'est un créateur parfois qu'on connaît, parfois qu'on connaît pas, mais on se dit ah bah tiens, c'est entre guillemets quelque part validé par un créateur de contenu qui dit ah cool les gars ce que vous faites, et de là peut découler une conversation. Et pour nous c'est ça la meilleure des récompenses, tu vois, le plus beau des kiffs, à la fois
ouais, à la fois côté vraiment pur kiff, de dire bah trop cool, notre taf il sert à quelque chose, et en plus de ça, il y a une valeur business derrière, de rentrer en contact avec ces gens-là, de par l'activité qu'on mène à côté. Bah ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que vous aviez commenté une de mes vidéos sur TikTok où Dorian, j'avais mis un extrait de Dorian Dufour qui disait il y a plein de créateurs qui savent pas, qui sont assis sur un tas d'or et qui savent pas comment créer du contenu, dealer avec les marques et tout. Et il dit, il y a un potentiel de fou sur TikTok. Et vous aviez dit un truc du genre très vrai. Et moi, j'avais ressenti ça. J'étais là, putain, si eux, ils disent c'est vrai, c'est cool. Là, ça, c'est le bon extrait à mettre sur TikTok. J'étais trop content, quoi. Et c'est marrant. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un petit monde encore. C'est cool parce que, et du coup, et en effet, je suis trop content que tu dises les rencontres parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche, en effet. Rencontrer des gens. Moi, ça me fait prendre conscience. Créer du contenu, c'est la puissance du réseau, quoi. Derrière, tu peux faire plein de trucs. Une fois que tu connais les gens, voilà. Je m'imagine que c'est pareil pour toi. C'est pareil. Je pense que c'est le seul truc qui restera dans 10 ans, tu vois. C'est la rencontre qu'on a faite. Bah ouais. Ok. C'est beau. C'est beau. Alors, on va pas se sauter dans les bras tout de suite. Je crois que Max a retrouvé la chaîne, oui. non la chaîne dont il parlait tout à l'heure s'appelle Produit Internet. Ah oui, exactement. Produit Internet. Ouais, okay. C'est une chaîne YouTube, j'ai regardé, ils ont que 10 vidéos, mais c'est des vidéos bien quali, bien léchées, des vidéos d'une vingtaine de minutes. Okay. Et ils ont parlé, comme tu dis, de Hugo Décrypte, j'ai vu, il y avait aussi une vidéo sur Squeezie, sur Cyrus North, etc. Ouais. Donc ouais, en termes d'inspiration, beaucoup de temps sur YouTube, et après... passe beaucoup de temps aussi à mater le contenu américain, des chaînes comme Colin & Samir ou ce genre de choses. Je sais pas si tu connais. Ouais, mais alors je regarde peu, mais ouais, je connais. Ouais. Pour le coup, pareil, chaîne qu'on adore, très top contenu. Et puis de toute façon, la plupart des infos qu'on sort, on les invente pas, donc on les a forcément eu quelque part. Et après, ce qu'on essaie d'apporter, c'est notre analyse. Je m'étais noté des trucs, je les vois plus, mais tu vois, moi j'avais appris grâce à vous qu'il va y avoir des matchs de foot en live sur TikTok. Ouais. Ça, c'est une info que je trouvais ça ouf. Qu'il allait y avoir une Creators House à Paris, des trucs comme ça où je me disais ah ok, cool à savoir, parce que moi à ce moment-là je réfléchissais à des business models et je me disais dans telle ville il faudrait peut-être mettre des maisons de créateurs, parce qu'en effet les mecs ils sont parfois 16, 18 ans, ils sont pas accompagnés. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a déjà des structures qui accompagnent les créateurs, bah déjà vous et d'autres. Dorian me disait ça, il me disait très vite, si tu atteins les 600 000 abonnés, 800 000 abonnés, il y a des gens qui te contactent et qui peuvent t'accompagner sérieusement, quoi. Ouais. Ce qui semble normal. Ouais, c'est clair. Je voulais qu'on traite un petit sujet rapidement. Vous me dites si on est pris par le temps. Il reste pas beaucoup de questions, mais il y en a qui me. On est large. Ouais, bon, bah, on y passe 4 heures. Non. C'est comme French Doers. Je sais pas si vous avez vu. Vous connaissez ces mecs-là? Eux, ils font des interviews de 4 heures. Je me dis à chaque fois, putain, ils ont osé quand même d'aller sur du très long contenu. Ça a l'air de super bien marcher pour eux, donc tant mieux. Moi, je voulais qu'on parle Web 3. Parce que tu as parlé d'Internet dans les années 90. Nous, on a 2 podcasts. Un qui s'appelle donc Creators Jungle, dans lequel vous êtes actuellement. Et l'autre qui s'appelle Troisième Web et qui traite de tout l'écosystème Web 3. Et je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de tout ça. Pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de LinkedIn, est-ce que c'est une hype passagère? Est-ce que c'est aussi révolutionnaire que le Web 1? Est-ce que vous planchez là-dessus? Parce que en fait nous on parle beaucoup de métavers sur cette chaîne-là et on sait que c'est des écosystèmes qui vont reposer sur les créateurs de contenu et leur communauté. C'est eux qui vont faire venir les gens dans ces métavers. Vous avez déjà planché un peu là-dessus ou fait du contenu dessus? On a fait quelques vidéos qui parlent de sujets crypto, des créateurs qui lancent des NFT, ce genre de choses. Bien sûr, on essaie de rester alerte sur ces sujets-là parce que clairement, c'est des sujets qui touchent de très près à la creator economy, ce qui nous intéresse et qui peuvent changer pas mal de choses. Je laisse Armand embrayer parce que je sais que c'est lui qui a beaucoup plus creusé le sujet. C'est un sujet que je trouve passionnant. Et ça mériterait un podcast entier. Ça tombe bien parce que c'est ce que tu fais. Ensemble. Mais écoute, je pense que les applications dans la creator economy déjà sont incroyables. Parce que l'une des clés pour un créateur, c'est d'être propriétaire, entre guillemets, de son audience. Tu vois, aujourd'hui, au final, quand t'es youtubeur, demain, YouTube décide de te suspendre ton compte, d'arrêter la monétisation. Ciao, t'as perdu une de tes sources de revenus. Un exemple, ce qui s'est passé en Russie, YouTube a arrêté de la monétisation sur les comptes russes. Du coup, c'est une perte de revenus énorme pour les créateurs russes, tu vois. Et ce que peut apporter le Web3, tu as des plateformes comme Theta et tout qui te permettent, des alternatives à YouTube qui sont décentralisées. Ça permet aux créateurs de reprendre possession de son audience. Ça crée un lien direct avec celle-ci.
Et derrière, ça permet d'effacer des intermédiaires, tu vois, et de permettre aux créateurs d'être mieux rémunérés et même aux fans d'être beaucoup plus impliqués dans la vie du créateur. Donc, franchement, les perspectives sont ouf. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que il y a mille et une choses à dire, mais je pense qu'il y a de l'avenir. Après, tu as parlé de la hype, tu en as parlé aussi pour la creator economy. Tu as toujours ces phases, en fait. Tu as la phase de hype. Après, la bulle, elle va certainement s'éclater. Et je pense que ça fera du bien. Et en fait, les vrais projets, ils se construisent dans les phases de creux. Et tu vois, après, il y a des explosions. Mais au final, l'explosion fait peut-être du mal à beaucoup de personnes, mais je pense que ça participe à la démocratisation aussi d'un sujet. S'il n'y avait pas cette hype et cette démocratisation, t'en entendrais pas parler sur TF1 en fait. Et du coup, ça aide un petit peu à l'adoption de masse, je pense. Ouais, c'est clair. Même une annonce comme a fait Meta, enfin, tu vois, en effet, j'ai pas mal traité le sujet sur l'autre podcast. Tu te dis bon, les gens, le grand public panique, se dit qu'on va tous être avec des casques VR sur la gueule, enfin, ou que nos enfants sortiront plus de leur chambre. Mais en fait, tu vois les applications de fou qu'il y a et tout un écosystème qui est en train de se construire. Ouais, moi, ça me passionne aussi. Mais du coup, les créateurs, par exemple, qu'un YouTuber demain, est-ce que vous vous dites pas qu'il faut déjà lui conseiller de se faire un avatar et une communauté sur The Sandbox ou sur je sais pas quel autre métavers qui est déjà en train de bien développer, quoi? Ouais, il pourrait clairement. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a quand même une barrière à l'entrée aujourd'hui. Tu vois, si tu es utilisateur et que tu dois créer ton propre wallet, aller sur les plateformes, c'est un petit peu compliqué. Mais le jour où toutes ces barrières sont levées via des entreprises, même Sandbox, le jour où ils arrivent à rendre ça beaucoup plus accessible, je pense que ce sera le moment d'y aller. Ouais. Et donc toi, tu penses que tout le monde va y aller? Enfin, qu'on va y passer tous, par exemple, 1 heure par jour sur des... Alors, j'ai pas envie de dire des métavers, mais comment dire, des plateformes avec une expérience visuelle un peu plus approfondie que tu vois Facebook, Instagram, parce que excuse-moi, hein, le Rémi Bompard qui travaille chez The Sandbox m'avait dit lors d'une conférence, en fait ça existe déjà les métavers, c'est Instagram, c'est TikTok, ton avatar c'est ta photo de profil. Et ce sera la même chose avec une expérience visuelle différente en fait. Et est-ce que ça va être adopté après Ouais, très très vaste question, mais tu vois, Minecraft, jeu vieux comme nous, c'est un métaverse au final. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'en fait, l'un des problèmes de ce genre de métaverse entre guillemets, c'est qu'ils sont quand même assez limités en termes de serveurs et tout. Là où je pense qu'aujourd'hui, avec les avancées en computation et tout, tu vas pouvoir avoir des milliers de personnes qui se connectent en simultané, ce sera incroyable. Après, je pense que c'est l'évolution logique de ce vers quoi on tend. Parce que le média, il s'enrichit, tu vois, ça devient des expériences de plus en plus 360. Après, est-ce que tout le monde y sera? Je pense pas. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui fera partie de notre vie, je pense. Nous, on est en train de préparer un petit sujet là-dessus, business. Et je sais plus, j'ai lu, on l'a mis dans notre presse, mais... que d'ici 2025, c'est 25% des personnes qui passeront 1 heure par jour dans un métaverse. Ouais, en fait, si tu regardes un truc qui est, je pense, révélateur de l'avenir du métaverse, c'est la valeur qu'on attribue ou qu'on donne à nos assets ou à nos possessions digitales. Aujourd'hui, quand tu vas voir quelqu'un qui a un compte Instagram avec 1500 abonnés et tu lui dis est-ce que tu préfères que je supprime ton compte ou que tu passes 1 semaine dans une cave isolée du reste du monde, il va te dire je préfère que passer la semaine dans la cave en fait. Et tu vois qu'aujourd'hui on accorde de plus en plus de valeur à tous nos assets digitaux. Ça peut être des profile pictures avec des Bored Ape ou ce genre de choses, mais des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus proches de ce qu'on a nous, tu vois. Aujourd'hui on pense que c'est très loin tout ça, mais pas du tout. T'as des gens qui achètent des trucs en ligne, des skins sur Fortnite, et ces personnes-là peut-être n'achèteront jamais un costume de cosplay dans la vraie vie, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la partie NFT, ils peuvent récupérer la propriété de leurs biens dans le monde virtuel. Ouais. Fascinant. Et donc, vous bossez un peu là-dessus ou pas du tout? Vous créez pas des collections NFT pour les créateurs? On n'est pas obligé d'en parler, les gars. Non, entre nous, les gens complètement ouverts sur le business, franchement, on est très open. Vous avez raison. Juste que c'était un peu un sujet. Tu te souviens, je t'ai dit qu'on a exploré différents business et tout. C'était un des trucs qu'on voulait explorer. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne propose pas. Après, si un créateur vient nous voir et qui veut se lancer sur une nouvelle plateforme, /Sandbox par exemple, ça rentre dans notre offre. Et franchement, pourquoi pas? On n'y a pas réfléchi, mais c'est une plateforme comme l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, depuis qu'on explore la creator economy dans son ensemble, on se dit qu'il y a tellement d'opportunités. Donc le Web3, NFT, ça en fait partie, tellement d'autres choses. Après, il y a aussi une question de
focus, tu vois, de notre part, de se concentrer sur ce qu'on Bien fait, sûr, de bien faut y le faire, aller step etc. by step, ouais. Mais ouais, non, on se regarde parce que moi de mon côté, je suis un petit peu plus mitigé sur le Web3. ou pas sur le Web3, sur l'aspect NFT avec les créateurs, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de projets qui utilisent les NFT qui en fait pourraient se faire sans les NFT. Ah, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est un peu le truc fourre-tout. Tiens, j'ai envie de faire un projet, bah ok, je vais attacher les NFT au truc parce que c'est tendance et parce que les gens vont acheter à des prix fous. Alors qu'en fait, tu aurais très bien pu faire la même chose sans NFT, le projet aurait été le même. Enfin, tu vois, il y a cet aspect-là aussi. Et parfois, je suis un petit peu plus. Moi, je suis convaincu par la techno et par ce que ça va en faire. Et je pense qu'on est à cette phase de. On parlait de début d'Internet, etc. Tu vois, la dot-com bubble où ça a explosé. Mais certes, Internet est toujours là et c'est plus gros que jamais. Et Amazon a explosé plus gros que jamais, etc. Mais toujours est-il qu'il y a eu une phase. En fait, c'était un peu le Far West et je pense qu'on est dans cette phase où c'est un peu le Far West. Bah ouais, c'est ce que je voulais savoir en vous interrogeant, parce que nous, on a le même débat en interne chez nous. On se dit, bon, est-ce que c'est l'anarchie du début ? Ouais, il y a des trucs qui tombent. Est-ce que c'est l'anarchie parce que oui, il y a un peu d'anarchie quand on sait que 80% des NFT sur OpenSea, c'est des fakes ou en tout cas du plagiat. Il y a un bordel de départ qui va se stabiliser. Mais moi, je me demande encore, en effet, est-ce que c'est une révolution comme Internet l'a été, ou est-ce que c'est juste une évolution qui offrira d'autres perspectives et ne nous enflammons pas, tout le monde ne sera pas à dire Web3, ça a changé tous notre vie en 2020, tu vois. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, mais je vois que c'est débat chez vous aussi, quoi. Ouais, bah, le débat est ouvert, on aime beaucoup en parler ensemble aussi. J'ai vu un exemple hyper intéressant aussi de récemment sur YouTube, d'ailleurs c'est l'objet d'une vidéo qu'on va sortir en quelques jours, de la chaîne Yes Theory. Je sais pas si ça te dit un truc sur YouTube. C'est un collectif de youtubeurs américains qui font des vidéos rien à voir avec la crypto, mais le lifestyle, etc. Et ils ont voulu sortir un film documentaire qu'ils veulent faire financer par leur communauté. Donc pour le coup, ils l'avaient déjà fait avant, sans NFT, juste en disant, bah voilà, tu peux payer pour accéder en avant-première, etc. au truc. Donc ils tokenisent. Exactement. Et là, ils l'ont refait, mais en utilisant les NFT. En disant, bah, il faut acheter le NFT, comme ça, t'es propriétaire d'un bout du film. Bref, tu connais le discours. Et eux, pour le coup, ils sont pas du tout dans l'univers crypto. Et leur communauté, je pense, n'est pas forcément la plus réceptive à ce genre de choses. Et ils se sont fait défoncer dans les commentaires, en fait. Plein de gens qui disent, les gars, qu'est-ce que vous foutez, on vous kiffe, mais c'est quoi ce bordel, c'est NFT, c'est des scams. Et voilà, après, ça part dans tous les sens, tu vois. Mais donc, il y a eu un gros backlash sur ce qu'ils ont fait. Donc il y a encore une barrière psychologique, pas forcément pour nous trois ici, mais je pense pour la majorité des gens qui se disent, bah, en fait, c'est quoi déjà, c'est quoi ce truc, hein, j'aurais très bien pu faire la même chose. Et je pense que j'ai un peu peut-être ce côté vieux dans ma tête qui me dit, bah t'aurais pu faire la même chose sans NFT, pourquoi tu me parles de ça? Et ce qui est vrai, et en même temps les NFT ça t'amène un petit truc en plus. Mais donc je pense que dans dans l'esprit de la grande majorité des gens, il y a aussi la notion de, en fait, je suis pas prêt pour cette pseudo-révolution et j'ai pas envie d'en entendre parler parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que la notion d'utilité, elle sera hyper importante de toute façon pour l'adoption de masse des NFT. Et dans la creator economy, tu peux voir pas mal de mecs qui se disent, bah en fait, tiens, je vais faire un NFT parce que je pense que c'est un bon plan financier. Je l'ai fait et heureusement j'ai pas osé communiquer dessus, mais c'est trop marrant. Mais mon podcast, j'avais genre 10 épisodes et je me suis dit, putain, mais il faut que je le tokenise à fond. Et donc je suis allé sur OpenSea et puis je me suis dit, bon, il faut que ça ait un intérêt, donc c'est un café avec mon invité, c'est 5% des revenus de l'épisode, sachant que je faisais 0 revenu. C'était mes bullshit, mais je voulais créer mon truc et je dis à mes potes, bon allez les gars, je dis à 2-3 potes qui sont là-dedans, achetez mon NFT, quoi, achetez un épisode. Yes mec, mais en fait il y a des gas fees, enfin ton NFT il coûte $5, mais t'as des gas fees de $97. Et du coup là je suis vachement en train de bosser là-dessus avec des gens du milieu sur, en effet, faut arrêter les conneries sur la consommation d'énergie, parce que là ça part en couille grave. Mais bon, comme vous dites, c'est une bulle et ça va se stabiliser. Il y a des protocoles qui arrivent hyper intéressants. Pour moi, la techno va rester, va pas disparaître, va grandir, etc. Mais par contre, faut que ça s'assainisse. C'est pas mal de sujets. Bien sûr. Faut que tu regardes le podcast FarmSpot. Tu connais ou pas? Non. Bah, ils ont tokenisé leur podcast. Ah si, il est à San Francisco le mec, non? Non, alors non, peut-être pas. C'est deux franco-belges. Alors je sais pas s'ils sont français ou belges. Mais ils ont un bon modèle, je trouve. En fait, ils ont pas tokenisé les épisodes, mais ils ont créé une sorte de communauté pour leurs auditeurs. Donc, t'as différents types, silver, gold machin, il y a des niveaux de rareté, quoi.
Mais du coup, tu peux partir en vacances avec eux, tu peux faire des calls avec eux, tu rejoins un Discord. Et ça, je trouve que ça a de la valeur. Ouais, tu vois. Je vais en parler à ma femme et mes enfants. Il y a un gars de la communauté qui vient. Mais il a payé. Il a payé les vacances, non? Par ok, contre, pas fascinant. Sur le sujet, on te parlait du coup de prendre un pourcentage des revenus. Ouais. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Le sujet de la fractionnalisation il faut que les gens soient tes gagnants. assets et tes revenus. Ouais. Exactement. Et en fait, ça devient un moyen de dire, je sais pas, si je vois demain un YouTuber à 100 000 abonnés qui me propose de own 5% d'une vidéo ou 5% de sa chaîne. En fait, je me dis, si ce mec-là, vraiment, son contenu est cool et dans un an, il a pas 100 000 mais 1 million d'abonnés, bah en fait, je le fais pas juste pour lui faire plaisir et pour le financer. Je le fais parce que j'ai un intérêt financier à le faire. Bien sûr. Et ça devient du venture capital pour les créateurs. Tu vois. C'est ce et que là, j'allais pour te le dire. coup, il y a un truc vraiment intéressant. C'est comme investir dans une startup. Exactement. Moi, c'est ce que je dis beaucoup et franchement, j'y crois. Je pense que le Web3 est en train de révolutionner l'investissement. C'est-à-dire que les gens vont moins aller voir des fonds d'investissement, ils vont plus aller voir des communautés, puisque tout le monde essaie de créer des communautés aujourd'hui. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais on voit que ça grandit. Bien sûr. Et voilà, quoi. On voit des mecs qui lèvent des fonds. Les derniers en date, et c'était pas le Web3, c'était Villebrequin. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube sur l'automobile, quoi. Les mecs, ils lèvent 1 million en disant bon, allez, on vous a jamais demandé, mais là, on a un projet. Et donc, je pense que bientôt, s'il y a des vrais projets pertinents, tu peux faire des choses formidables avec une communauté, la puissance d'une communauté. Bien sûr. En bien comme en mal. Bref. On en reparlera. Je vais pas vous retenir trop longtemps. Elle va où la Creators Economy? Je vous ai déjà demandé. Je me disais, tout le monde est en train de devenir créateur, donc qu'est-ce que ça va devenir demain le monde? Parce qu'en effet, là aujourd'hui, il faut se positionner sur Internet. Si t'es freelance, si t'es une petite TPE, PME, ou si t'es un grand groupe, tu dois être présent sur Internet, tu dois savoir te vendre. Nous, c'est ce qu'on dit sur Creators Jungle, sur ce podcast. Et c'est pour ça qu'on vient voir des gens qui savent le faire sur Internet. Parce que pour moi, tout le monde bientôt va devoir savoir le faire. Dorian me disait qu'aux États-Unis, ça y est, on a passé la barre des 50% de freelance, je crois, dans les actifs, ou en tout cas, on s'en approche. Et du coup, si tout le monde est freelance, tout le monde doit aller se vendre. Et donc, vous pensez qu'on va tous devenir créateurs de contenu? Ou qu'on l'est tous déjà peut-être? Curieux d'avoir ton avis, Max, d'ailleurs, parce que en vrai, c'est une question à laquelle on n'a pas trop réfléchi. Mais je pense que tu as deux choses. Tu as des gens qui créent du contenu et des gens qui sont créateurs de contenu. La différence étant que le créateur de contenu, je pense, il réalise le potentiel d'une audience et comment est-ce qu'il peut utiliser cette audience. Là où la personne toi, par exemple, tu crées du contenu parce que tu as un compte Insta, tu partages tes photos de vacances. Ouais. Mais pour autant, t'es pas forcément un créateur de contenu. Mais curieux de voir comment ça va avancer dans les 5-10 prochaines années. Je pense que tout le monde va créer du contenu. Tout le monde sera pas peut-être créateur de contenu, je sais pas trop. Si t'as rien à ajouter, n'ajoute rien. C'est une très bonne question. Où va la creator economy? C'est la $1 million question. C'est pour ça qu'on est dedans, quoi. C'est qu'on a envie de savoir, mais c'est cool. Ouais, exactement. Il y a un pari à prendre. C'est hyper excitant. Est-ce qu'on est tous des créateurs de contenu? Comme dit Armand, je rejoins sur ce qu'il dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les créateurs de contenu vont encore plus se structurer et encore plus se développer. Et je pense que là où on va, c'est les créateurs de contenu, ça devient des médias à part entière. Je vais pas refaire l'histoire de l'humanité, mais il y a 30 ans, tu choisissais entre 6 chaînes télé. Aujourd'hui, tu choisis entre 6 millions de créateurs. J'en sais rien les chiffres. Donc en fait, ça devient un média à part entière que tu consommes. Et je pense que tout le monde a envie de devenir son propre petit média. Tout le monde a envie de raconter des choses, sa vie, son expérience, son savoir-faire. Donc je pense que ça va se structurer à la fois par la largeur de gamme, je dirais, au sens où de plus en plus de créateurs vont émerger. Et en plus de ça aussi par la profondeur de gamme où certains créateurs vont encore plus se professionnaliser, vont encore plus devenir des médias, des entités. On le voit, t'en parlais tout à l'heure de Hugo Décrypte. Ouais. Ça devient un groupe de presse. Ouais, ça devient un groupe de presse. Et il le dit, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez entendu Mathieu Stéphanie. J'ai écouté son podcast. Fascinant, quoi. Ouais. Il a une équipe de, je sais plus, 10-15 personnes avec lui. Enfin, c'est presque plus un créateur, en fait. C'est une boîte de création de contenu. Et je pense que lui, ça a été l'un des premiers, en tout cas, sur cette niche de la news, politique, tout ça. De plus en plus vont aller dans ce sens-là. Quand tu regardes les très très gros aujourd'hui aux US, MrBeast pour citer le top 1, je sais plus combien il a, 80 employés avec lui, un truc comme ça. Encore une fois, c'est une boîte de production. Il fait des studios, il fait des films dignes d'Hollywood avec des effets de fou. Là, c'est l'extrême, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on va. Il y a un truc qui me rend fou avec MrBeast, c'est qu'il ait fait des vidéos doublées en français. Ouais.
t'as l'impression d'être sur MTV il y a 15 piges. Exactement, ouais. Mais ça marche. Ouais. C'est ça qui est le plus fou, c'est que ça marche. T'as envie de dire, les gars, les gens qui sont nés en 2000 ou en 2010, ils savent parler anglais avec des sous-titres au pire, tu vois. Et YouTube génère les sous-titres. Non, ils font un doublage dégueulasse et ça cartonne. En espagnol et en portugais, je crois. Ouais, espagnol, en russe aussi même. Russe aussi. Ouais. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, deux dernières questions. Bah, je me répète un peu, mais je voulais vous demander, pour vous, dans les 5 prochaines années, est-ce que vous voyez une révolution dans la creators economy? C'est quoi pour vous le prochain cataclysme? Voilà, on a eu TikTok en 2020 par exemple qui a pété. Et moi, pour vous donner une piste de réflexion, peut-être c'est là je me disais putain 2010 c'était que des boîtes américaines qui régulaient ces marchés-là. Aujourd'hui, c'est plutôt les Chinois. Où est-ce qu'on va du coup? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux? Peut-être que vous avez entendu parler de choses, que vous faites beaucoup de recherches. Bah, en tout cas, un constat pour TikTok, c'est que on l'avait pas vu arriver. Ouais. On te met il y a 5 ans, en 2017-18, on te dit ouais, il y a un nouveau réseau social qui va arriver. Tu dis ouais, encore un truc qui va se planter. Ouais. C'est bon, on a Facebook, YouTube, Snap, ouais. c'est bon, on a assez de trucs. Oui, mais ça va être de la vidéo. Ben, on a déjà de la vidéo. Et en fait, non, il y a quand même TikTok qui a réussi à émerger, proposer un truc un peu différent, et on l'avait pas vu venir. Donc, ce serait compliqué de prédire le prochain truc. Mais ouais, je sais pas, c'était juste une petite intervention. J'ai pas de réponse. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, par rapport à ce que tu dis, du coup, ce qui est aussi ouf, c'est que TikTok est arrivé, donc a fait grossir le gâteau. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui consommaient pas forcément du social media et qui sont arrivés dessus. Mais c'est aussi parti chercher, grignoter le gâteau des Facebook et des YouTube. Et je pense que parfois, dans ton esprit, tu te dis, oh non, Facebook et YouTube, c'est établi, Instagram, c'est établi. Et non, tu vois, en termes de watch time, TikTok, c'est tellement incroyable. Et ce watch time, ils vont le chercher quelque part. Donc, ils vont le chercher sur la télé, ils vont le chercher sur les autres médias. T'as des jeunes qui maintenant regardent même plus YouTube et qui sont plus sur TikTok. Donc ça, c'est assez ouf. Après, dans les révolutions, je sais pas s'il y a un truc qui va vraiment être game changer, et en tout cas, si je le savais, je serais certainement milliardaire dans quelques années. Mais en gros, je pense que déjà, il y a le live shopping qui est super intéressant. Donc le fait de pouvoir acheter des trucs en direct pendant un live d'un créateur. Vous en avez parlé, je crois déjà. On en a parlé il y a un petit moment, ouais. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais vas-y, explique peut-être pour les gens qui nous écoutent ce que c'est. Pour expliquer rapidement, tu peux avoir un créateur, par exemple, qui fait un live dans lequel il va faire de l'unboxing de 10 produits. Et toi, tu peux acheter chacun de ces 10 produits. Donc, t'as des... Via la plateforme de compte. Via la plateforme directement. Ouais. Après, il y a différentes formes de live shopping, mais ça, c'est un exemple. Donc ça va être ouf. En Chine, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu un live qui était complètement astronomique. Ça se comptait en milliards de dollars de ventes en quelques journées, quoi. Oh la vache. Ouais. Donc c'est vraiment phénoménal. Et surtout en Asie, c'est hyper répandu, quoi. C'est, je crois, un shopper sur 3 a déjà acheté un truc en live shopping. Ok. Truc de fou, quoi. En France, tu te dis, c'est le mec vraiment à la pointe de la tech ou un peu chelou qui se dit je vais aller traîner dans les live shopping pour acheter des trucs. Là-bas, c'est établi, tu vois. Comme le téléachat, c'était établi il y a 20 ans. Ouais. Ou peut-être encore un peu aujourd'hui. Encore de la consommation. Moi, j'aimerais bien savoir s'il va y avoir quelque chose en rapport avec l'environnement. Tu vois, c'est ce que je disais à quelqu'un que j'interrogeais pour la partie de notre podcast sur le Web3. Je disais, putain, nous, on est trop content de créer un projet dans le Web3 et dans la création de contenu, mais on aimerait bien que ça ait un sens écologique, peut-être pas, mais en tout cas, que d'un point de vue environnemental, on voit qu'on n'est pas en train de l'ignorer, quoi. Ouais. Il était là, les gars, il y a plein de choses à faire. Ouvrez un peu les yeux, quoi. Il y a plein de choses à faire. J'étais là, ok, on va réfléchir. mais les Chinois, ça, ils s'en foutent un peu, quoi. Donc, je sais pas si vous avez vu, peut-être que vous en avez parlé, la boîte Shein. Ouais. Ah tiens, bonne idée de vidéo. Ouais. Attends, à Popcorn, ils ont fait une petite chronique là-dessus. J'ai halluciné les chiffres. C'est incroyable. Je sais plus, 15 000 nouvelles références par jour. C'est incroyable. Et je pense qu'ils respectent pas grand-chose. Mais bon, c'est... Ouais. Donc moi, c'est ça. Je digresse complètement. Non, mais c'est cool de digresser. Vous avez pas d'idée de la prochaine dinguerie dans la création de contenu qui arrivera dans les 5 prochaines années? Pour vous, c'est TikTok. Là, c'est l'ère TikTok. Peut-être qu'il y aura autre chose, mais... Vas-y Max, t'as un truc sur le bout des lèvres, non, mais moi je pense à 2-3 autres petits trucs, mais qui sont pas non plus game changer. Bon, déjà tu l'as parlé, les cryptos. Je pense tout ce qui est blockchain, ça changera pas mal de choses. Peut-être que le prochain TikTok, c'est un TikTok décentralisé où les utilisateurs gagnent tous de l'argent parce qu'ils mettent leurs vidéos dessus, ils sont rémunérés, où les publicités sont beaucoup plus qualies parce qu'elles sont validées par la communauté. Enfin, il y a plein d'utilisations qui sont intéressantes. Mais moi, un truc qui m'a marqué avec TikTok surtout, c'est que maintenant n'importe qui est sur TikTok.
tu vois. Ouais. Avant, tu disais la création de contenu ou créer des vidéos, c'était réservé aux jeunes ou c'était réservé à je sais pas, quelqu'un qui avait vraiment ça en tête et qui voulait le faire, ou une entreprise et tout. Là, maintenant, t'as des grands-parents qui sont sur TikTok, t'as des, on a vu des RH, des notaires, des notaires, des avocats, des kinés. Là, ouais, voilà, c'est incroyable. Ouais, bah, il faut, ouais. Je pense que ça va continuer sur les prochaines années. Et en tout cas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Vous pensez que YouTube va perdre un peu de même ou complètement? J'ai vu une newsletter de Christophe Siminelli, je sais plus, c'est l'associé de Mathieu Stéphanie, qui disait il y a eu une vidéo YouTube d'un anglophone hyper intéressante qui nous dit que les YouTubeurs sont destinés à mourir. En gros, et le gars dit impossible, mais regardez sa vidéo. J'ai pas eu le temps. Vous avez pas vu ça encore? Ça me dit rien, non. Je vous enverrai le truc. Ouais. Je vais essayer de me le noter parce que c'est faites-moi penser après. Ça nous fera une vidéo. L'article, ouais, ça vous fera une vidéo. C'est vrai que ça fait tout le temps, ça tourne. Mais ok. Tu voulais rajouter un truc par rapport à ça? Je pense pas que YouTube sera dead, en tout cas sur les prochaines années. Tu vois avec l'arrivée de TikTok, je pense que YouTube s'est un peu réveillé. Mince, faut partir sur le contenu vertical court. Et là aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais YouTube Short, en termes de volume de watch time, je crois que c'est équivalent à TikTok, si ce n'est supérieur à TikTok. Ah ouais, ok. Et ça, on sous-estime, mais vous faites que des shorts, j'ai vu. Bah oui, du coup, vous en avez parlé, parce que la création de vidéos, c'est trop de travail. Ouais. Et on n'a pas le temps, tu vois, avec le business à côté. Mais en tout cas, Short est impressionnant, assez rapidement. Ce qui est bien, c'est que YouTube a une plateforme qui est énorme avec beaucoup d'utilisateurs et ils ont ajouté un format à leur catalogue. Du coup, ils ont pu leverage toute la communauté qu'ils avaient, quoi. Et je pense pas que ce sera dead sur les 5 prochaines années, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Dernière question? Non, ou tu veux réagir? Non, vas-y. Non, comme tu veux, t'es chez toi. En l'occurrence, non, mais. J'étais en train d'essayer de réfléchir à justement ce cataclysme de la creator economy qui pourrait arriver, mais. Bah, on est dedans, moi, je pense. Enfin, tu vois, TikTok, c'est déjà en effet un bon. Ouais, bien sûr. Un beaucoup de pieds dans la fourmilière, mais en effet, j'aimerais bien savoir là. Bah oui, voilà. Mais t'avais une idée? Non. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Je pense que, comme disait Armand, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde devient créateur. Tu parlais de la notaire ou de l'avocate que t'as vu. Au final, on parlait des freelances. Enfin, un avocat, c'est presque comme un freelance, tu vois. Bon, c'est un statut complètement différent, etc. Mais tu as besoin de vendre tes services, tu as besoin de te vendre. Et au final, on a tous besoin de nous vendre, quoi qu'on fasse. Et ben, les réseaux, c'est encore un moyen de le faire, tu vois. Et TikTok, c'est aujourd'hui l'outil qui te permet de le faire. YouTube, je pense pas que ça va disparaître. J'ai vu un proverbe qui disait, c'était quoi, la flamme qui brûle 2 fois plus fort brûle 2 fois plus vite. Ok. C'était un truc comme ça. Oui, donc TikTok va redescendre aussi vite qu'il est monté. Potentiellement, ouais. Ouais, il y a une théorie là-dessus. J'ai entendu cette théorie. Je connais cette théorie. Ouais, c'est ça. Donc j'en sais rien honnêtement, mais je pense que YouTube est là pour durer et ça reste d'un point de vue créateur, ce qu'on voit aussi beaucoup, on n'a pas eu tout parlé, mais c'est des TikTokers qui se disent bon, TikTok c'est bien gentil, mais maintenant je vais sur YouTube. Ouais, je vais dans la cour des grands. Il y a le côté TikTok, c'est pas une vraie communauté parce que ça va trop vite. Et TikTok, l'algorithme pousse pas forcément le mec à qui tu t'es abonné. Du coup, pour le coup, tu découvres des nouveaux gens. T'as ça et t'as un point de vue monétisation aussi, tu vois. Tu dis bon, bah j'ai peut-être 1 million d'abonnés sur TikTok, mais si ça me paye 200 balles par mois, c'est pas ça qui va me rendre créateur, tu vois. Et t'as pas mal on avait vu des pseudo sondages, tu sais, qui passent sur YouTube, etc. De mecs qui disent tu préfères avoir 100 000 abonnés sur YouTube ou 10 millions sur TikTok. Bah, la plupart du temps, les gens préfèrent avoir 100 000 abonnés sur YouTube parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est une vraie communauté, t'as une notion d'engagement beaucoup plus fort, de monétisation bien meilleure. Au final, le chiffre de vues ou même d'abonnés, il a peut-être moins de valeur que la valeur que tu peux mettre derrière une vraie communauté, quoi. Ok, moi ouais, je partage. Moi, je pense que ça va passer par les métaverses peut-être. Tu vois que le prochain truc, c'est que tu auras un gros influenceur qui sera à dire les gars, venez tous avec moi dans pas Second Life, mais The Sandbox, et on va faire une méga OP. Enfin, on a déjà vu d'ailleurs les concerts de Booba, les concerts de Travis Scott, merci. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir un truc là-dedans qui va un peu donner un coup de pied dans la creators economy. Mais enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse tranquille après. Dernière question, et là je profite de votre présence. Vous aimeriez entendre qui dans ce podcast? Qui là est-ce qu'il y a, si vous deviez choisir un mec ou deux, ou une meuf, ou deux d'ailleurs, qui vous aimeriez entendre en podcast? Prendre quelques secondes pour réfléchir. Prenez des secondes. La magie du montage fera le... Spontanément, je pense à Hugo Amselem. Ouais.
Ouais. Je pense que ce sera un très bon candidat pour ce podcast. Qui est très actif sur Twitter. Très actif, ouais. Et ouais, on m'a dit, c'est un peu le pape de la Creators Economy, ce mec-là, non? Ouais, exactement, c'est le pape. Physiquement, il ressemble pas au pape. Non. Mais non, bah, déjà, c'est un chic type et puis il connaît très très bien la Creator Economy. Je pense que c'est un des premiers qui a commencé à écrire dessus, en tout cas un des premiers français. Donc je pense que ce serait bien. Ouais. Ok. Une autre personne, je pense, un mec qu'on connaît, c'est Victor Apchi. Je sais pas si tu vois, oui. du compte Vito Vidéo sur Si, TikTok. je crois que je le vois, ouais. Il a, je sais plus d'un million d'abonnés, un truc comme ça. Et notamment parce que déjà, en tant que créateur de contenu, intéressant d'avoir son histoire, etc. Et en plus de ça, lui est aussi pas mal impliqué dans la Creator Economy, crée des events pour des créateurs, etc. Et on travaille avec lui, donc si besoin, on peut t'envoyer son numéro. C'était pas l'intention de la question, mais non, mais ok. Mais ouais, je pense qu'il a des trucs intéressants à raconter sur ces sujets-là aussi. Trop cool. Bon, ça a été un peu long. J'espère que je vous ai pas épuisé, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Franchement, c'est trop cool. Et continuez le contenu sur TikTok parce que moi ça vraiment ça m'enrichit, j'apprends. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, quoi? Et plein de vues. plein de vues et plein de nouveaux projets. J'imagine que vous avez plein de projets dans les tuyaux. Ouais, exactement. Et puis ça continue comme ça, qu'on continue de rencontrer des créateurs. Franchement, si on a ça, c'est tout ce qu'on demande. Ok, si les gens qui nous écoutent créent du contenu, vous savez à qui vous adresser en tout cas pour gérer tous les réseaux, parce qu'en effet, aujourd'hui, tu peux pas être créateur sur une plateforme, je trouve. Il faut être multicanal. Ce serait dommage. Ouais, et puis il faut quoi. Et merci les gars. Merci à toi. Ciao. Merci.